Un grand bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis aujourd'hui très ravi de vous accueillir pour cette nouvelle séance des relations internationales. Aujourd'hui, nous avons à traiter d'une question importante. C'est celle des grands courants de pensée, des grandes écoles, euh, des relations internationales. Plusieurs questions s'imposent. Quelle est l'utilité des théories, de ces courants de pensée pour ce qui est de cette science sociale, les relations internationales? En quoi exactement sont ces théories efficaces, voire même pertinentes pour l'explication des phénomènes internationaux? Point d'interrogation. Ça fournit quoi? Ça donne quoi? Ces apports, disons, épistémologiques, voire même ces courants de pensée, quels sont leurs apports pour ce qui est des relations internationales? Mais d'abord, une question plus ou moins très légitime qui se pose dès le début. Qu'est-ce qu'une théorie? Qu'est-ce qu'on entend parler par une théorie? Disons, tout simplement, et dans son sens le plus général, disons, la théorie est un ensemble cohérent de notions, d'idées, d'explications, portant sur un sujet précis, pouvant inclure des hypothèses, des lois, etc., etc. Or, pour qu'on puisse parler d'une théorie au sens strict du terme, celle-ci doit répondre à trois soucis essentiels. D'abord, une théorie doit répondre à plusieurs critères. Par exemple, quelle correspondance entre les principes théoriques avancés par cette théorie même et les phénomènes observés? Quelle explication? Quels critères? Deuxième souci, une théorie doit répondre, doit permettre, si vous voulez, à réaliser des prédictions, des prévisions sur ce qui va être observé. Un troisième souci, bien évidemment, c'est celui de la compatibilité entre les faits observés et, bien évidemment, les résultats. Ça veut dire que, voilà, euh, les résultats doivent confirmer, en quelque sorte, doivent corroborer les hypothèses avancées par une théorie quiconque. Donc, il doit y avoir une confirmation, une compatibilité entre les hypothèses avancées par si vous voulez, cette théorie et ce qui a été réalisé, les résultats. Sinon, cette théorie doit s'adapter de nouveau avec les faits tout à fait nouveaux d'une réalité donnée. Mais qu'en est-il sur le plan des relations internationales? Qu'est-ce qu'une théorie au sens beaucoup plus précis et dans le cadre de ces relations internationales? Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales? Et Philippe Braillard, cet éminent internationaliste, dans son ouvrage Théorie des relations internationales, paru déjà en 1977, a défini, quoique vaguement, la théorie comme suit. Une théorie, selon l'auteur, est une expression qui se veut cohérente. Une expression qui se veut cohérente et systématique de notre connaissance de la réalité. Cette théorie exprime ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir de la réalité.
Or, et pour simplifier, chers étudiants, disons que la théorie est un outil, entre deux guillemets, est une grille de connaissances qui nous servent de cadre pour contempler, observer, examiner, voire même expérimenter les faits politiques qui rentrent dans le cadre des relations internationales, bien évidemment. Et par fait politique, il faut entendre l'ensemble d'interactions entre acteurs des relations internationales, le comportement même de ces acteurs, quel que soit violent, pacifique. Par exemple, la guerre, les conflits, quelques faits internationaux qui dépassent les frontières, l'immigration internationale, les questions d'environnement international, le terrorisme international également. Donc, autant d'éléments qui nous fournissent, si vous voulez, une idée sur ces interactions entre acteurs des relations internationales. Généralement, en fait, on se retrouve devant une panoplie d'expressions, de vocabulaire, qui veulent dire la même chose, qui ont la même signification qu'une théorie. Et Dario Battistella, dans son ouvrage un peu de temps, celui des théories des relations internationales paru en 2019, évoque le paradigme réaliste, allusion faite à la théorie, la vision libérale, l'école libérale, la perspective transnationaliste ou transnationale. Il parle des approches post-positivistes, des approches. Il évoque même le projet constructiviste. Je vais dire, chers étudiants, que la théorie est en fait censée de présenter un schéma explicatif des relations internationales. Donc la théorie nous sert comme un outil d'expliquer un phénomène international, d'expliquer les relations internationales, d'avoir une idée sur la structure même des relations internationales, de l'évolution des relations internationales, pourquoi pas. La théorie nous sert également à user, voire même à se pencher sur les éléments déterminants de ces relations internationales. Qui est-ce qui détermine les relations internationales? Est-ce la force? Est-ce la coopération? Est-ce la puissance? Etc., etc. Donc, la théorie est importante sur le plan de l'explication, de l'analyse, mais aussi et surtout pour ce qui est de la prédiction. Ça veut dire que les relations internationales ou la théorie tend à prédire l'évolution future de ces relations et peut également avoir pour but plus ou moins d'éclairer le futur des relations internationales. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai déjà noté, la théorie ne peut être qu'utile pour les relations internationales. C'est un cadre plus ou moins important qui implique un choix. Ça veut dire, est-ce que vous êtes pour tel ou tel déterminant, pour telle ou telle théorie, et plus ou moins une mise en ordre des données. Vous avez des données qui sont un peu logiques et que, voilà, il y a une certaine logique au niveau des données pour savoir s'ils sont confirmés par la réalité internationale. Au demeurant, chers étudiants, il faut dire que
les relations internationales est un champ fertile de l'éclosion, voire même du développement de différentes théories des relations internationales qui avaient pour souci d'analyser les phénomènes internationaux. On se retrouve donc devant un panorama de théories des relations internationales, celles qui sont classiques, allusion faite à l'école réaliste, idéaliste, libérale, marxiste, etc., etc., et celles qui sont tout à fait nouvelles. Or, la problématique qui se pose avec force est comment choisir entre les théories existantes. D'autant plus qu'il ne faut pas aveuglément choisir. Comment juger de la validité scientifique des modèles proposés? Point d'interrogation. En dernier lieu, chers étudiants, et dans le cadre de cette introduction, si vous voulez, des grandes théories des relations internationales, nous n'avons pas pour objectif de traiter de manière complète, voire exhaustive, de toutes les questions, et de manière détaillée, je veux dire, de toutes les questions, de toutes les théories des relations internationales. Chose qui n'est pas possible, d'ailleurs, vu le temps imparti pour cette, si vous voulez, cette matière, ce module des relations internationales. Donc, je vais procéder par voie d'élimination, et je vais d'abord aborder cette fameuse école réaliste. Je vais insister sur son apport pour ce qui est des relations internationales. En deuxième lieu, nous allons traiter de l'école idéaliste. Qu'est-ce qui distingue cette école par rapport à l'école réaliste? Quoi de spécial entre deux guillemets? Quels sont les points de démarcation entre les deux écoles, si vous voulez? Enfin, insister sur l'apport de la théorie marxiste pour ce qui est des relations internationales. Donc, trois écoles. D'abord, il s'agit de l'école réaliste, l'école idéaliste et enfin l'école marxiste. Alors, commençons par l'école réaliste. Quels sont les fondements de l'école réaliste et quels ont été ses apports pour ce qui est de ce champ des relations internationales? Comment l'école réaliste a pu influencer et dans une large mesure les relations internationales? L'école réaliste est considérée comme, à travers ses pensées, à travers ses écrits, à travers ses conceptions, ses perceptions des relations internationales comme étant un courant dominant et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, disons. L'école réaliste propose une vision des relations internationales qui s'efforce de voir le monde comme il est, tel qu'il est, je veux dire, et non tel que l'on voudrait. Il faut, pour résumer en quelque sorte, si vous voulez, la pensée réaliste, Hans Morgenthau, un des éminents auteurs, des éminents auteurs, si vous voulez, de l'école réaliste, largement inspiré par Machiavel et Hobbes, a écrit, et je cite, entre deux guillemets, le réalisme croit que le monde, tout imparfait qu'il est du point de vue rationnel, est le résultat de forces inhérentes à la nature humaine. Pour rendre le monde meilleur, on doit agir avec ces forces
et non contre elle. Le monde étant par inhérence un monde d'intérêts opposés et de conflits entre ceux-ci, les principes moraux ne peuvent jamais être entièrement réalisés, mais doivent au mieux être approchés à travers l'équilibrage toujours provisoire des intérêts et le règlement toujours précaire des conflits. Donc, cette citation est en quelque sorte un résumé succinct, très exact, de l'école réaliste en matière des relations internationales. Chers étudiants, pour synthétiser et pour éclaircir davantage l'apport de cette école, quoique important, des relations internationales, 6 points essentiels sont à citer du point de vue de la structure de la société internationale aux yeux de l'école réaliste. 1. Le monde est une jungle. Ça veut dire que la société internationale ou le monde est anarchique, il n'y a pas d'ordre naturel. Deuxièmement, les États sont les seuls acteurs inévitables de la vie internationale. Donc, l'école réaliste préconise que seuls les États sont les acteurs principaux et uniques des relations internationales. Troisième point, chaque État cherche à accroître sa richesse et sa puissance. 4. La coopération est toujours difficile. 5. Vu cette atmosphère de compétition entre acteurs internationaux, entre États, je veux dire, la seule paix qu'on puisse espérer est fondée sur l'équilibre des puissances. Je dis bien l'équilibre des puissances qui sera cependant instable, voire même précaire. Donc, un 5e point très important, c'est celui, si vous voulez, de l'équilibre de puissance, des puissances pour assurer cette paix perpétuelle entre deux guillemets. 6e point, on ne peut pas finir avec la jungle. Ça veut dire que, voilà, un postulat important des relations internationales pour ce qui est de la pensée réaliste, c'est que, voilà, il y a toujours de l'anarchie, on ne peut espérer, on ne peut en finir avec cette jungle, avec cette anarchie. En fait, pour synthétiser, si vous voulez, l'école réaliste dans ses principaux, disons, données, il faut dire que, voilà, selon cette école, la société, voire même les relations internationales sont strictement les rapports politico-diplomatiques et stratégiques qu'entretiennent entre eux les États souverains. Donc il s'agit purement et simplement des États souverains dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Ces rapports sont nécessairement caractérisés par la rivalité, et je souligne ce mot. Donc, ces rapports sont caractérisés par la rivalité, voire même la compétition, d'une part, parce que chaque État vise essentiellement, naturellement et constamment à défendre et accroître sa puissance politique et militaire. D'une part, parce que la puissance est inégalement répartie au sein de la société internationale. Enfin, parce qu'il est impensable que les États acceptent de se soumettre à une autorité centrale qui les oblige, si vous voulez, à coopérer entre eux. C'est uniquement, et je souligne ce mot, c'est uniquement pour cette dernière raison que la société internationale est anarchique, et non pas parce qu'il est entièrement dépourvu d'ordre et livré totalement à la violence.
bref, les États souverains adhèrent librement et volontairement à des ententes, voire même à des règles qui maintiennent la dynamique des conflits interétatiques dans un cadre pacifique. Toutefois, l'instauration d'une paix perpétuelle est inimaginable en raison de la souveraineté, des ambitions étatiques, des inégalités, voire même de la méfiance mutuelle des États qui les place dans un dilemme de sécurité. Le recours à la force est inévitable. En quelque sorte, un résumé, si vous voulez, très succinct de l'école réaliste qui a largement influencé les relations internationales depuis 1945. Il faut préciser, chers étudiants, ce dilemme de la sécurité. Eh bien, vu la situation d'insécurité, voire même d'anarchie du système international, l'école réaliste préconise en fait un peu de temps, c'est que l'État est amené, quoi qu'il en soit, à accroître, voire même à augmenter ses capacités militaires pour se défendre, pour parer tout risque d'attaque de la part d'un autre État. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette augmentation des capacités militaires d'un État donné est considérée comme une réaction offensive de la part des autres États. Et c'est là où réside essentiellement ce dilemme de la sécurité. Ça veut dire que le sentiment d'insécurité est toujours omniprésent dans l'esprit de l'école réaliste. Et pour schématiser en quelque sorte, pour se pencher sur les fondements, disons, de l'école réaliste, on peut citer 4 piliers essentiels, si vous voulez, de l'école réaliste. 1. L'État est considéré comme l'unité d'analyse à privilégier en relation internationale. Ça veut dire que l'État est l'acteur principal des relations internationales. Le courant réaliste ne reconnaît pas d'autres entités à part l'État, ne serait-ce que pour la version originale, disons, classique des réalistes, parce que après un certain temps, il y aurait certainement un courant néo-classique qui va quand même admettre que le système international est composé de plusieurs acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques. Quoi qu'il en soit, retenons une idée essentielle, c'est que l'État demeure la clé de voûte du système conceptuel, disons, de l'école réaliste. L'État est essentiel, l'État est l'unité d'analyse à privilégier. C'est un État unitaire et rationnel. Ça veut dire qu'il cherche toujours à maximiser son intérêt par rapport aux autres États. Deuxième idée force de l'école réaliste, c'est que le système international est anarchique. Est anarchique dans le sens qu'il est toujours en état de guerre. Ça veut dire que l'état naturel, si vous voulez, du système international est la guerre. Du moment qu'il y a absence de gouvernement, qu'il y a absence d'un gouvernement supérieur, supra-étatique, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas d'institution internationale. Donc, il est tout à fait normal que la situation d'anarchie, de guerre, règne toujours dans cette atmosphère, disons, conflictuelle du système international. Troisième idée force est que le principal objectif poursuivi par un État donné est la puissance. Donc la puissance est également un élément crucial pour l'école réaliste.
Euh, Ça veut dire que par puissance, l'État aspire en quelque sorte à se protéger contre un ennemi éventuel. C'est beaucoup plus l'aspiration de l'État à travers sa puissance à une sécurité, à sa sécurité par rapport aux ennemis qui l'entourent, aux acteurs, aux autres États. Donc la sécurité de l'État est l'objectif essentiel et par conséquent, cette sécurité ne peut être préservée que par la puissance de l'État. Quatrièmement, l'État est toujours souverain, et je souligne ce mot, la souveraineté de l'État. Ça veut dire que l'État détient le monopole de l'usage de la force sur son territoire. Donc voilà en quelque sorte les piliers fondamentaux de l'école réaliste d'une façon très succincte et très brève. Quelles sont les conséquences de la pensée, quelle est l'influence de la pensée réaliste sur les relations internationales? D'abord, étant donné que les réalistes croient en un seul acteur, l'État, ils estiment que les organisations internationales n'ont pas de puissance en elles-mêmes. Ça veut dire que ces organisations internationales d'aujourd'hui ne sont que des instruments aux mains des grandes puissances. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU est considéré comme une caisse de résonance de la puissance des membres permanents dotés de ce pouvoir de veto, de droit de veto, qui en usent par exemple pour légitimer leur action unilatérale. Donc, selon les réalistes, les organisations internationales n'ont pas de puissance en elles-mêmes. Donc, ils n'ont pas cette autonomie par rapport aux États qui les composent. Deuxième apport essentiel, c'est que, selon cette école réaliste, la guerre est inévitable. La société internationale est désormais toujours en pleine ébullition, en permanente lutte, et les États ont besoin de se sentir beaucoup plus forts pour assurer leur sécurité. Beaucoup plus, selon les réalistes, l'État se bat sur la scène internationale pour protéger, pour défendre et promouvoir ses intérêts. Un fait important également à signaler, c'est que les réalistes considèrent que les États n'ont pas d'intérêt commun, entre deux guillemets. Et de plus, cette coopération internationale, entre deux guillemets, n'est qu'une chimère. Donc, du moment qu'il n'y a pas d'intérêt commun, il n'y a pas de coopération entre États. Et même lorsqu'il est question d'un intérêt commun qui se fait le jour, la méfiance des États, ou la méfiance entre les États, doit être toujours présente. Ça veut dire que chaque État craigne que l'autre ne tire plus d'avantages de la coopération que lui-même. Donc, cette coopération, entre deux guillemets, n'est pas toujours durable. Un troisième point essentiel, disons, pour ce qui est de l'apport de l'école réaliste pour les relations internationales, c'est que cet équilibre mondial entre puissances, entre États, est toujours précaire, est toujours instable, disons. L'équilibre des puissances est un concept clé de la théorie réaliste. En fait, les États, dans un système d'équilibre des puissances, selon la théorie réaliste toujours,
les États choisissent deux options. Ou bien, ils vont se ranger aux côtés du plus fort, du plus dominant, vu ses capacités militaires importantes, ou au contraire tenter d'équilibrer celui-ci, cet État plus dominant, plus fort, en entrant dans des coalitions, dans des groupements d'États pour se défendre, entre deux guillemets. En effet, l'équilibre des puissances suscite que la sécurité nationale d'un État est largement protégée lorsque la capacité militaire est répartie. Donc il s'agit d'une répartition équitable, entre deux guillemets, de la force, de la capacité militaire, de telle sorte qu'aucun État n'est assez fort pour dominer, pour vaincre les autres États voisins. A contrario, si un État devient plus fort, devient plus puissant, ça veut dire que les autres États doivent essayer en quelque sorte, de se regrouper, de former une coalition pour se défendre. Ça veut dire que certainement cet État fort dominant va tirer profit de sa situation et va certainement attaquer les autres États voisins. Donc, la théorie de l'équilibre, ou l'équilibre des puissances, je veux dire, désigne le rapport d'équilibre se formant, si vous voulez, lorsque plusieurs puissances nationales, plus ou moins égales, entrent en compétition. Cette compétition militaire surtout, bien évidemment, empêche une puissance de prendre le dessus sur un autre. C'est un peu compliqué, mais enfin, ça résume en quelque sorte l'essence, voire même la philosophie de l'école réaliste qui est basée largement sur cette anarchie, sur cette peur de la guerre, sur cette insécurité toujours omniprésente. Ceci étant, une chose à signaler, chers étudiants, qu'il est tort de considérer purement et simplement l'apport de l'école réaliste dans sa version classique. Je veux dire tout simplement qu'il y a eu un mouvement, si vous voulez, qui a pris en compte quelques reformulations vu les bouleversements qui ont secoué la société internationale. Il y a tant de postulats, si vous voulez, tant de définitions, tant de données qui ont été reformulées. Et pour s'en tenir à quelques exemples, la puissance, la définition de la puissance. Les réalistes, ou les néo-réalistes, si vous voulez, ont mis l'accent sur un fait important, c'est que la puissance d'un État donné ne dépend pas uniquement des capacités militaires et politiques, uniquement, comme l'ont fait leurs prédécesseurs dans l'école classique du néoréalisme. Ils considèrent que voilà, l'importance de la puissance d'un État, outre les éléments, outre, si vous voulez, les capacités militaires et politiques, il y a aussi une importance accrue des ressources économiques, des ressources technologiques. Un autre élément très important, c'est qui a trait au niveau des acteurs des relations internationales. Le néoréalisme a pris en considération une chose très importante, c'est que les acteurs internationaux ne peuvent être réduits uniquement aux États comme étant uniques et principaux acteurs des relations internationales. Bien évidemment, il y a d'autres éléments
à part les États, quelles que soient les organisations internationales, quelles que soient les firmes multinationales et parfois même les individus. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, essayons de comprendre une chose importante, c'est que il y a un autre courant de pensée, celui du néo-réalisme, ou néo-réaliste, qui a en quelque sorte essayé de combler quelques lacunes ou quelques défaillances entre deux guillemets de l'école purement classique, je veux dire l'école réaliste dans sa version classique. Et pour conclure, pour ce qui est de l'école réaliste, l'apport de l'école réaliste pour les relations internationales, il serait très important de se poser la question suivante. Quel est le degré de véracité, si on peut dire, de cette école? Est-ce que cette école réaliste est un peu crédible? Quel est le degré de la crédibilité de l'école réaliste pour ce qui est de certains événements internationaux? Est-ce que les hypothèses, les postulats avancés par l'école réaliste sont toujours crédibles dans cette ère de l'après-guerre froide? Point d'interrogation.